en direct de Vivatech et Eric Fintin, CEO de Software République, va nous présenter la Human First Vision. Bonjour Eric. Bonjour, ravi de vous voir et de vous présenter ce bel objet. Alors Eric, je crois qu'il a quelque chose de particulier, vous n'avez pas besoin de clé. Vous Exactement. pouvez juste vous présenter, je crois, jusqu'à 6 mètres de la voiture et elle va vous reconnaître. Exactement, elle reconnaît à la fois par la posture, c'est-à-dire la manière dont je me déplace. Ça, c'est sur la distance un peu longue. Et puis ensuite, quand vous vous rapprochez de la voiture, comme je vais le faire maintenant, elle va me reconnaître le visage et m'accueillir. Donc je m'approche et vous allez voir l'avatar qui m'annonce. Donc je lui dis « Yes ». Yes, voilà, c'est un petit peu bruyant comme environnement. Et donc là, il m'a reconnu, je peux rentrer dans le véhicule. Je vous propose du coup de faire le tour. Voilà, donc la voiture là m'a reconnu, hein, elle m'a salué. Et donc, on va pouvoir démarrer l'expérience. Alors je vais venir m'installer à côté de vous. Yes, ready to go. Donc Eric, nous sommes à bord de Human First Vision. Ce concept-car est d'autant plus intéressant qu'il est le fruit plutôt de la collaboration du groupe Renault avec des champions de la French Tech. Il y a pas moins de 20 innovations à bord. C'est grand luxe en plus. Alors je pense qu'au niveau design, vous avez aussi 1000 paquets. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse en fait de cette voiture? Oui, en fait, c'est une voiture qui est née de la coopération qui s'appelle Software République, hein, qui est une coopération entre Atos, Dassault Systèmes, Orange, ST Microélectronique et Thales. Et Renault, qui est né il y a 2 ans et qui a pour but de créer des produits et des services innovants dans le monde de la mobilité qu'on peut passer à l'échelle et puis aussi d'incuber un certain nombre de startups. Donc ça, c'est ce qu'on fait, je dirais, dans la vie de tous les jours. Et puis, on a souhaité faire un objet à la fois physique et virtuel qui soit fédérateur de toutes nos technologies et de notre manière de travailler. Et c'est Human First qui regroupe donc des technologies des partenaires que je viens de citer, mais également de 7 autres startups qui spécifiquement sont venus bosser avec nous pour avoir des briques de technologie et qui répondent à finalement notre objectif commun qui est d'humaniser la relation avec la technologie. C'est pas une technologie froide, c'est pour ça que le concept s'appelle Human First. Human First, donc l'humain est au centre en fait de votre réflexion. On dit souvent chez BMW, quand ils dessinent une voiture, ils commencent par poser le moteur et ils dessinent la voiture autour. Chez Software République, vous avez pris l'homme et là, c'est l'homme à l'intérieur de la voiture, mais aussi à l'extérieur de la voiture. Exactement, l'idée c'est à la fois en termes de sécurité, de confort, de prendre soin des occupants, d'une part, et puis effectivement, dans toutes les interactions avec la ville, ce qu'on appelle le V2X, donc toutes les interactions avec l'écosystème des piétons, des trottinettes, des vélos, des autres véhicules dans la ville, d'avoir des systèmes de protection de plus en plus intelligents avec de l'intelligence artificielle et qui vont permettre finalement de rendre la route et la mobilité toujours plus sûre et du coup toujours plus agréable à vivre. Vous avez une longue carrière dans l'automobile, je crois autour de 25 ans à peu près. Oui. L'automobile est en train d'évoluer très très rapidement. Pour vous, c'est ça l'automobile du futur? Il y a plusieurs choses que ça représente. Bien sûr, il y a les technologies en elles-mêmes qui montrent des évolutions, voire des ruptures, mais il y a aussi la manière de coopérer. C'est-à-dire que c'est ce que représente Software République. On n'est plus dans une coopération de type traditionnel, ce que nous on appellerait verticale, avec donc des constructeurs qui travaillent avec des fournisseurs de rang 1, puis de rang 2, puis de rang 3. Ça, bien sûr, ça existe toujours, mais c'est une plus suffisant. Parce qu'on est dans un écosystème ouvert, très large, avec d'autres chaînes de valeur qui viennent interférer sur la mobilité. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Software République. C'est grâce à ça qu'on a réussi à faire un concept aussi innovant, aussi ouvert sur son écosystème, en 6 mois seulement, ce qui est un record. Alors, je constate quand même que vous êtes assis derrière le volant. Donc, chez Renault et à la Software République, on imagine la mobilité du futur avec toujours un pilote. Oui, enfin, l'axe qu'on avait, c'était pas du tout de travailler sur cette notion de conduite autonome. L'axe qu'on avait, c'était vraiment l'idée de travailler sur la relation humaniser la technologie. Et pour ça, franchement, la dimension de connectivité est, de notre point de vue, beaucoup plus importante
dans l'amélioration de l'expérience que la partie véhicule autonome. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on s'est focalisé parce qu'encore une fois, l'idée c'est de répondre à des vrais besoins des clients en termes d'expérience et en termes de connectivité. On est au tout début, on n'a pas du tout tiré tous les profits de ce que peut faire la voiture et vous allez en voir la démonstration à travers les quelques cas concrets qu'on démontre dans la voiture. Alors justement Eric, est-ce que vous pouvez nous montrer effectivement les technologies qui sont embarquées dans la voiture? Alors, on va en voir 4. La première, elle va porter autour de la santé, du bien-être et des émotions. Donc je vais cliquer ici. Donc là, je vais mettre mes mains sur le volant. Sur le volant, vous avez des capteurs de STM électronique et vous pouvez voir sur la planche de bord que mon rythme cardiaque, mon électrocardiogramme, ma variabilité de rythme cardiaque et mon âge d'ailleurs s'affichent. Vous allez aussi avoir, pendant que je vous parle, une analyse de mon état émotionnel avec le visage et mon registre sémantique. Donc vous n'êtes pas du tout stressé en fait. Voilà, je suis très zen de faire cette interview. Attendez, on va faire ça après. Et donc, ce qui est intéressant, c'est aussi donc ST Microélectronique pour les capteurs, mais aussi Sterntech, qui est une start-up française, qui fait toute l'analyse émotionnelle. Donc je vous l'ai dit, caméra, registre sémantique, voix, et à partir de là, ils déduisent mon état émotionnel. En gros, là, on en a mis 3. Bonne humeur, humeur neutre, mauvaise humeur. Et en fonction de ça, on va être capable d'adapter les couleurs, l'ambiance lumineuse, la température et pourquoi pas demain, les modes de conduite dans le cadre de conduite plus autonome. Adapter les couleurs, la lumière, etc. C'est-à-dire que si par exemple vous étiez rentré stressé ou de mauvaise humeur, on va vous mettre des couleurs claires, douces, on va vous proposer une petite séance de yoga. Voilà, il y a des éléments qui peuvent paraître un peu gadgets, mais on pense vraiment qu'il y a énormément de dimensions. Par exemple, si vous êtes stressé, on va peut-être adopter un style de conduite plus souple, moins de puissance moteur, etc. La musique aussi, enfin voilà, il y a plein d'éléments d'ambiance qu'on peut adapter à votre état émotionnel. Alors justement, la musique, c'est pas n'importe qui s'en est occupé. Je crois que c'est quelqu'un qui collabore régulièrement avec Renault, c'est Jean-Michel Jarre. Absolument, et alors on va peut-être commencer par un petit extrait. Avant de mettre l'extrait, donc ce qui est vraiment exceptionnel, et vous le voyez sur le petit pictogramme devant moi, c'est qu'on a 14 sources de son, donc c'est un son totalement immersif, y compris sur les appuis-têtes. Et donc on a un niveau de son, et c'est là je cite l'ingénieur de Jean-Michel Jarre, qui est du niveau du studio d'enregistrement de Jean-Michel Jarre. Ah oui. Donc vous allez voir, attention, ça décoiffe. Is the wrong place to be. I think I should go home, but I don't know where it is. Losing control is the wrong place to be. I think I should. Oui, voilà, donc c'est oui. assez spectaculaire. On est transporté. Voilà. La deuxième grosse innovation sur le son, c'est la spatialisation du son. Donc dans les deux sens. Dans le sens où quand on reçoit le son, donc là par exemple je vais avoir une alerte, je vais mettre une alerte d'une ambulance qui arrive. Là on retrouve une autre fonctionnalité qui est de communication avec l'infrastructure V2X. Donc une ambulance qui arrive, ça va être affiché ici. Il n'y a que moi, conducteur, qui vais l'entendre dans mon haut-parleur, puisque ça ne concerne pas les autres. Donc les haut-parleurs qui sont intégrés justement à l'appui-tête. Voilà, donc on remet la musique. Et voilà, vous voyez l'ambulance. Et moi je l'entends là, elle se rapproche. Et vous, vous l'entendez pas. D'accord. Voilà. Deuxième expérience sur le son, là ça va être la spatialisation dans l'autre sens. C'est-à-dire, on va recevoir un SMS et il va nous demander qui a envie d'entendre la lecture du SMS. En fonction de qui va répondre, eh bien soit tout le monde va l'entendre, soit vous ou moi dans nos haut-parleurs. Oui, donc ça c'est top pour la confidentialité. Quand même. Voilà. I've just received a message from Alexander, who would like to take it. I take it. Okay, Eric, the message is on its way to you. Hey, I'm heading to the cinema. Why don't you join me? Voilà, donc là j'ai entendu le message, je ne sais pas si vous l'avez... J'ai quelques bribes. Voilà. Oui, oui. Voilà, donc ça c'est vraiment le tour de l'expérience sonore, donc qui est la deuxième expérience de la voiture. Maintenant on va se projeter plutôt dans les éléments liés à la ville.
et à la facilité de vivre dans un environnement avec de la charge, avec du parking, etc. Et en particulier aussi des solutions de paiement. Donc là, je vais chercher une solution pour me garer. You easily have enough charge to reach these 3 parking spots near your destination. Select one that suits you. Donc là, il me propose 3 solutions pour me garer, soit la solution du Airbnb de la charge de Renault qui s'appelle Plug-in, qui permet d'aller chez des particuliers pour vous recharger à bas coût et leur permettre de gagner un peu d'argent. Le Airbnb de la charge. Voilà, donc ça c'est une Renault. vraie, D'accord. c'est pas un concept, ça existe. Vous avez Super. des bornes qui sont accessibles comme ça permet aux gens qui ont installé une borne chez eux de la rentabiliser comme Tout à on fait. peut avec un appartement. Et puis en même temps, en parallèle, ça permet aux clients d'avoir un réseau plus dense. Ça, c'est une offre bimodale avec du vélo de Lyon qui est proposé par JC Decaux et la solution de parking associée, ou une borne qui est une borne bidirectionnelle qui va permettre, et c'est une autre fonctionnalité de la voiture, de faire en sorte que vous puissiez non seulement vous charger, mais à certains moments aussi vous décharger pour rendre des services énergétiques au réseau et du coup aider le réseau électrique à absorber la charge. Ça, c'est un élément très important. Vehicle to Grid. Ça, Vehicle c'est to vraiment Grid. l'avenir de Et la on recharge. annonce d'ailleurs aujourd'hui avec Mobilize, donc la marque de service du groupe Renault, la sortie de ce service à l'échelle avec le lancement de la Renault 5 l'année prochaine. D'accord. Donc c'est une des technologies les plus matures que vous avez dans le concept car. Alors comment ça se passe quand vous avez un véhicule qui est équipé de la technologie Vehicle to Grid? Est-ce que vous avez besoin d'une borne qui est également Absolument. La borne que configurée? vous voyez à l'extérieur, la Mobilize Powerbox qui est derrière, c'est la première borne donc bidirectionnelle abordable qui va être mise sur le marché. Elle est conçue et développée par Software République et ses partenaires pour Mobilize. Et donc elle arrive en fin d'année. Elle a 2 autres caractéristiques très importantes. Elle est cybersécurisée, ce qui devient un enjeu de plus en plus clé pour notre environnement. Et puis elle est profondément made in France, puisque y compris les cartes électroniques sont imprimées chez La Croix Électronique, une ETI championne en France dans le Maine-et-Loire. Alors ça oui, c'est quelque chose qu'il faut quand même souligner, c'est que Software République, c'est du 100% français. Alors, c'est des groupes internationaux. Moi, je ne parle pas de souveraineté française parce que je pense que dans un terme de technologie, si on veut être dans la compétition, il faut plutôt le regarder à l'échelle européenne. Mais en tout cas, oui, il se trouve qu'on a beaucoup de champions français dans les startups qui collaborent. Je n'ai pas mentionné Cardom tout à l'heure sur la spatialisation du son. C'est une startup israélienne. Donc, on est ouvert également à d'autres pays de l'écosystème européen. Si je reviens donc, on va prendre le véhicule to grid. Donc là, il va me proposer 3 solutions avec des solutions donc de prix de paiement différents. Donc bien sûr, plus vous allez rester longtemps, plus le véhicule aura le temps de faire de la charge intelligente, du V2G. Donc on va prendre le 3 heures. Ensuite, il me propose mes moyens de paiement, y compris la carte de paiement Mobilize du groupe Renault. On va prendre cette carte. Donc là, il y a une petite reconnaissance faciale pour vérifier que c'est bien moi. Hop. Et vous pouvez voir sur l'écran, vous allez voir, ça va s'afficher. Donc là, vous voyez que grâce au véhicule to grid, je vais économiser 20% sur mon coût de recharge parce que, en fait, à certains moments, la voiture va rendre de l'énergie au réseau et je vais être rémunéré pour ça. Donc on y va, à la borne. Voilà, Et donc il reste une dernière expérience à bord. Oui, donc là maintenant on va s'intéresser plutôt à l'état de santé de la voiture. Là on a pris beaucoup soin des occupants à l'intérieur, à l'extérieur. Là maintenant on va prendre soin de la voiture elle-même. Et donc on va voir un petit diagnostic avec son état de santé. Your car is in great shape. All is good for next journey. For more info, push the toggles. Donc là on a fait une analyse de l'état de la batterie, des pneus, des freins. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait avec une technologie d'une start-up allemande qui s'appelle Compredict et qui a des capteurs virtuels. Donc l'idée, c'est pas de rajouter dans la voiture plein de capteurs pour mesurer ces usures-là qui coûteraient cher, qui feraient de la masse, etc. C'est vraiment l'idée d'avoir des capteurs virtuels, donc de déduire finalement les valeurs d'usure à partir d'autres capteurs qui existent déjà. Ensuite, vous allez avoir même, si vous regardez l'écran, une prévision d'usure. Donc je clique sur la prévision. Your tires are good for another 20,000 kilometers. Good work. Donc là, on vous dit que vous avez 20 000 km encore avec vos pneus, mais si vous conduisiez un petit peu mieux, de manière un peu plus souple, vous pourriez aller jusqu'à 25 000. Donc ils vous donnent aussi des conseils de conduite pour maîtriser vos coûts d'utilisation. Et puis dernier point, un QR code
avec un certificat de santé To de la get your voiture car health certificate, scan the qui QR reprend code. toutes les Thanks for informations the journey and see you de next time. l'entretien, de l'usure de la voiture, C'est un peu son carnet de santé. santé, sécurisé par un NFT, et vous pouvez vraiment cliquer et vous l'avez. Vous pouvez Donc ça repartir c'est bien en avec. cas de revente. Et, Exactement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez développé pour cette voiture un jumeau numérique Exactement. Donc, qui permet d'anticiper le vieillissement de la voiture. ouais, alors sur le jumeau, c'est surtout dans la phase de développement, d'être capable de développer des services. Finalement, les jumeaux numériques, ça existe depuis longtemps avec les logiciels de modélisation 3D, et pour développer des pièces. Là, l'idée, c'est vraiment de passer dans un mode où on arrive à développer des services ouverts sur un écosystème connecté. Et donc, c'est vraiment ce qu'on peut faire avec le jumeau numérique de Dassault Systèmes qui est 100% connecté à la voiture, que je vous propose qu'on aille voir maintenant à l'extérieur. Je vous le fais si vous voulez. Donc on appuie sur le cadenas pour sortir et ça s'ouvre tout seul. Voilà, ça s'ouvre tout Ah, seul. c'est magique. Alors Eric, nous voilà à l'extérieur de la Human First Vision. Alors est-ce que vous pouvez nous parler des différentes innovations qu'on trouve sur l'extérieur de la voiture? Alors, à l'extérieur de la voiture, on a beaucoup d'innovations qui portent autour de la communication avec son environnement. Alors ça, c'est pas forcément très visible là. Vous le verrez aussi tout à l'heure dans le temps de jumeau numérique. L'idée, c'est que finalement, la voiture, c'est un objet de la mobilité qui parle avec tous les autres objets de la mobilité, d'abord pour de la protection des gens. 3 cas d'usage qu'on va vous présenter tout à l'heure dans le jumeau numérique et qui sont intégrés aussi dans la voiture physique. C'est l'alerte sur des usagers vulnérables. Donc un vélo qui arrive dans un angle mort, vous allez être prévenu par le système qu'il y a un vélo qui arrive avant que vous le voyez, donc ça va vous permettre de freiner. Un véhicule d'urgence qui est en train d'arriver derrière vous, vous allez être prévenu pour pouvoir vous ranger et éviter du coup de gêner le véhicule d'urgence. Ou alors aussi une zone à risque, une zone très accidentogène, où là on va vous alerter de manière à ce que soit vous ralentissiez, soit carrément vous vouliez éviter cette zone. Donc beaucoup d'éléments autour de la sécurité. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est des éléments qui ne se voient pas, ni à l'intérieur ni à l'extérieur, mais qui sont fondamentaux. C'est en particulier tout l'aspect cybersécurité qu'on a mis dans la voiture, et qui est une solution qu'on va déployer à l'échelle l'année prochaine dans les véhicules Renault, et qui est véritablement une manière de multiplier par 8 la capacité de protection de la voiture par rapport aux technologies actuelles, tout en étant extrêmement frugal en cloud, puisqu'on fait beaucoup de choses dans la voiture en edge computing. Parce que justement le fait qu'elle soit tellement connectée, effectivement, ça peut être un risque s'il n'y a pas la sécurité nécessaire. Exactement, et c'est pour ça qu'on a les champions mondiaux quand même avec Thales et Orange Cyberdéfense, qui nous permettent d'avoir véritablement un niveau de cybersécurité au meilleur niveau. D'ailleurs, cette solution, Software République est en train de la vendre elle-même à d'autres constructeurs. Alors pour conclure, Eric, qu'est-ce qui va rester de toutes ces innovations? Parce que c'est un concept car, est-ce qu'il y en a certaines qui vont être utilisées chez Renault dans des véhicules pour tout le monde? Ah ben, c'est bien l'objectif. La force de ce concept et de Software République, c'est d'amener des technologies que vous avez vues qui viennent d'autres secteurs, de la santé, de la biométrie, dans la voiture. Et donc, c'est des innovations qui arrivent très rapidement pour certaines. Le véhicule to grid, c'est dès l'année prochaine sur la Renault 5. Et puis d'autres qui arriveront plutôt vers 2028, comme la biométrie, comme la santé, comme le V2X. Et puis probablement, on n'en a pas beaucoup parlé, une technologie, et vous le voyez là-dessus, autour du satellite et de la communication satellitaire, qui vous permet en fait de rester connecté en permanence et d'avoir en particulier appel au secours si vous arrive un problème en zone non couverte par le réseau 4G ou 5G. Ça, c'est des solutions qui sont encore à l'état de réflexion et pour lesquelles on n'a pas de date véritablement. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a plein de choses très concrètes qui arriveront pour Monsieur Tout le Monde très rapidement. Donc ce concept car, en fait, c'est quelque part un laboratoire sur vous. Exactement. Merci beaucoup, Eric. Très bon salon à Vivatech. Merci à vous. Luc Julien, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur le stand du Software République pour parler de la Human First Vision. Alors l'intelligence artificielle, c'est un peu la vedette de Vivatech cette année. Le président Macron l'a largement évoqué hier. Qu'est-ce que vous avez à dire à propos justement de l'intervention du président Macron? Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? C'est pas suffisant? Sur l'intervention du président, ça prouve qu'il comprend que c'est une discipline importante.
Donc c'est bien qu'on mette un peu plus de sous et qu'on mette un peu plus de moyens et surtout qu'on communique autour de ces intelligences artificielles. Les intelligences artificielles sont partout, hein, elles sont dans les voitures, mais elles sont aussi dans les usines, elles sont aussi dans la conception des voitures. Donc il faut vraiment qu'on comprenne ce que c'est. Aujourd'hui, on est dans un flou un peu, hein, parce que tout le monde parle d'intelligence artificielle sans savoir exactement ce que ça veut dire. Et donc c'est bien que le président en parle en des termes relativement modérés, en expliquant que c'est des outils dans lesquels il faut investir et qu'il faut surtout comprendre. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, que vous en entendez parler dans les médias, ça peut faire un petit peu peur, notamment avec ChatGPT récemment. On a par contre une très belle réalisation derrière vous, la Human First Vision. En quoi l'intelligence artificielle a-t-elle aidé à la conception de ce prototype? D'accord. D'abord, il faut revenir sur le fait qu'on a peur des intelligences artificielles. Pour donner une toute petite définition, l'intelligence artificielle, c'est pas une intelligence artificielle en fait. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. D'accord. Et donc, c'est exactement comme dans une boîte à outils. Il y a le marteau, le tournevis, la scie. Les intelligences artificielles, c'est ça. Plein d'intelligences artificielles qui sont spécialisées dans ce qu'elles font. Et donc, du coup, en étant spécialisées dans ce qu'elles font, elles sont par définition très puissantes. Très puissantes pour la tâche pour laquelle elles ont été effectuées, pour laquelle elles ont été créées. Mais elles ne sont aucunement à notre niveau, au niveau de l'humain, au niveau générique de l'humain. Donc il faut se calmer un peu quand on parle d'intelligence artificielle. Ce ne sont pas des choses qui vont nous tuer, qui vont nous remplacer, sauf pour ces tâches particulières où, par définition même de l'outil, elles sont meilleures que nous. Pour planter un clou, un marteau est meilleur que nous. Je peux utiliser le marteau pour vous taper sur la tête. Donc ça, c'est pas pour ça qu'il a été fait, mais c'est possible. Donc elles sont puissantes, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut les apprendre. Pour utiliser ces intelligences artificielles pour faire quelque chose comme Human First, qu'on voit derrière nous, eh ben, on va utiliser plein d'endroits différents. On va l'utiliser pour la conception de la voiture. Donc ça va nous permettre d'avoir des idées au niveau du design. On peut très bien utiliser ces intelligences artificielles pour avoir de nouvelles idées de formes, des choses comme ça. Donc on va utiliser ça comme aide à la création. On ne va pas créer avec les intelligences artificielles, mais on va générer quelque chose qu'on veut créer. Okay. Donc c'est très intéressant pour le design, c'est très intéressant pour aussi ce qui est à l'intérieur de la voiture. Donc par exemple le son qui est à l'intérieur qui vont être des sons qui vont se diriger vers l'utilisateur, des sons qui vont vous englober, tout ça, on étudie tout ça avec de l'intelligence artificielle. Donc la simulation est importante. Justement simuler aussi la voiture, le comportement de la voiture elle-même, les intelligences artificielles vont aussi aider pour faire ces simulations numériques. Donc, l'intelligence artificielle, les intelligences artificielles sont partout dans la conception et dans les voitures elles-mêmes. Pour que les voitures soient en meilleure sécurité dans les voitures, il faut qu'on ait des intelligences artificielles qui vont comprendre comment ces voitures vont réagir dans l'univers dans lequel elles se déplacent. Donc, avoir des caméras, comprendre que là c'est un vélo, là c'est un piéton, etc. Donc, encore une fois, pour la perception du monde, les intelligences artificielles sont aussi très très importantes. Alors, vous avez évoqué l'argent par rapport au discours du président Macron d'hier. Vous avez évoqué effectivement l'argent, mais il y a aussi la réglementation. Et il y a un débat, est-ce qu'il faut plus réglementer ou au contraire il faut laisser plus de liberté? Il ne se situe pas exactement comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est il faut réguler les intelligences artificielles, du moins leurs applications. Une fois qu'on comprend ce qu'on est en train de faire avec, c'est l'histoire du marteau de tout à l'heure. On a fini, quand on a eu un marteau, on a décidé que taper sur la tête avec un marteau, c'était pas bien. Et donc on a collectivement décidé ça, et on s'est dit, si quelqu'un le fait, c'est pas bien, et c'est la règle, c'est la loi. D'accord? Dans les intelligences artificielles, il ne faut pas les réguler au départ, sans savoir exactement ce qu'elles vont faire. Il ne faut pas réguler la recherche, par exemple, sur l'intelligence artificielle, parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Et ça pourrait nous empêcher d'essayer de faire des choses sans savoir exactement ce que c'est. Donc il faut attendre d'avoir les applications. Et les applications, oui, il faut les réguler, oui, il faut les comprendre. Une fois qu'on les comprend, voilà, on va avoir des règles qui vont dire on peut les utiliser comme ça, mais pas comme ça. Mais si dès le départ, en amont, très en amont, on dit on va réguler l'intelligence artificielle sans savoir ce que ça va faire, c'est ridicule. Alors vous avez fait une grande partie de votre carrière aux États-Unis. L'intelligence artificielle, c'est un domaine dans lequel la France est bien placée et l'Europe en général. Est-ce qu'on est vraiment si bien placé que ça par rapport aux Américains? Alors évidemment, quand on voit les grandes entreprises chinoises ou américaines qui font de l'intelligence artificielle, on a l'impression qu'on est demain.
Donc c'est embêtant parce qu'en fait, effectivement, on est très bien placé du point de vue strictement scientifique. On est les meilleurs du monde en mathématiques. La médaille Fields, c'est le prix Nobel des mathématiques. On a le plus grand nombre de médailles Fields avec les Américains, mais nos chercheurs français sont vraiment très bons en mathématiques. Il se trouve que l'intelligence artificielle, ce sont des mathématiques. Donc on est très bon en intelligence artificielle. Dans les labos, on voit ça dans les startups qui existent en France. On a de plus en plus de startups qui font de très bonnes intelligences artificielles. On voit que dans la Silicon Valley, par exemple, la plupart des gens qui font de l'intelligence artificielle dans les grands groupes américains, dans les grands groupes de la Silicon Valley, ceux qui dirigent les intelligences artificielles, ce sont des Français. Donc, on est très bon. Maintenant, effectivement, dans ce qui est du déploiement de grandes entreprises, c'est plus compliqué. Mais je ne dirais pas que c'est une histoire d'intelligence artificielle, mais d'être bon ou pas en intelligence artificielle. Je pense que c'est plutôt être bon ou pas dans le déploiement de grandes compagnies. Ce qui s'appelle les scale-up. À partir du moment où on a une start-up, passer de la start-up à la scale-up, ben c'est là où c'est très compliqué pour nous en Europe de le faire. Les start-up sont souvent rachetées avant par des gros, des Chinois, des Américains, et on n'a pas l'opportunité de faire ces scale-up. Pourquoi ? Parce que on n'a pas le financement. C'est pas à la force publique de faire ce financement-là. Il faut qu'il y ait des capitales risqueurs, des gens qui prennent le risque, et c'est ce qui existe beaucoup aux États-Unis. Et le capital risqueur en Chine, c'est l'État, par contre. Mais ici, en France, la BPI et tout ce que font toutes les aides d'État qui sont au niveau des startups, c'est super bien, mais ils ne peuvent pas se permettre de faire ça pour du risque. Et le risque doit être pris par quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, c'est vrai, on n'a pas ces capital risqueurs en Europe. Alors, est-ce que c'est aussi le but de la Software République, justement, en aidant les startups, en intégrant des startups, d'éviter cette fuite de cerveau ? Alors c'est un peu le but de dire c'est on va vous intégrer, on va vous aider, on va vous donner des champs d'application qui vont vous permettre effectivement de vivre et de montrer des technologies pour aussi aller vendre ailleurs. Donc c'est effectivement les cocons qu'on leur construit pour pouvoir développer, les technologies qu'on leur donne aussi pour pouvoir s'émanciper à l'intérieur de ce incubateur qu'on a créé, ça leur permet effectivement de se développer et d'aller trouver leur marché. Alors, on a vu sur Vivatech de grandes écoles, on a les mines, ParisTech, on a également Saclay, Paris-Saclay. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec ces centres de recherche et ces étudiants ? Alors, les centres de recherche, pas vraiment encore, mais c'est un des objectifs de la République aussi, d'aller chercher des technologies qui sont un peu plus en amont, donc on va faire ça de plus en plus. Aujourd'hui, on travaille avec les écoles, par exemple, pour la formation. C'est-à-dire qu'il y a un problème dans ces grandes compagnies qu'on représente, vous avez un Software République, et 6 grandes compagnies, il y a un problème de ce qu'on appelle le reskilling en bon français. C'est-à-dire qu'il faut aller apprendre ces nouvelles technologies et donc se former en intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on va détruire les métiers, qu'on va en créer d'autres, mais par contre des tâches demandent de plus en plus d'être compétents dans ces nouveaux domaines, et donc on fait du reskilling, et pour aller aux meilleures formations pour aller faire du reskilling, on ne va pas le faire nous-mêmes, on va aller demander à ces écoles de nous aider à créer ces formations qui sont parfois diplômantes et qui vont nous permettre que nos collaborateurs se forment dans ces nouvelles technologies. Alors, dernière question, Dr Julia, la mobilité de demain, vous la voyez comment ? Vous la voyez comme le Human First Vision ou quelque chose de plus fou à l'horizon 2050 par exemple ? Moi je peux pas, aujourd'hui je suis pas un devin, donc je peux pas exactement dire ce que c'est, mais ce que je pense que c'est de plus en plus multimodal, ce qu'on appelle multimodal, c'est-à-dire que je vais avoir l'opportunité de passer d'un type de transport à l'autre, je vais pouvoir choisir, et surtout je vais pouvoir avoir quelque chose qui est seamless en anglais, je ne sais pas exactement comment dire en français, c'est-à-dire que tout est intégré en fait. Ça va être complètement facile, ça va être tout facilité, et je pense que la mobilité de demain c'est ça, et d'autant plus il faut que ce soit facile parce que les populations vieillissent, et donc de plus en plus il va falloir faire en sorte qu'on n'ait pas à réfléchir trop pour aller d'un point A à un point B, et il ne va pas falloir que ce soit trop compliqué. Cette multimodalité est forcément à réfléchir dans le cadre de la Smart City. Vraiment, la Smart City est importante. C'est pour ça qu'on a la marque qui s'appelle Mobilize au sein de Renault, qui permet de penser justement à ces mobilités. Et c'est quelque chose qui est intégré évidemment dans les villes. On voit ça, on balbutie un peu à Paris aujourd'hui, on met des trottinettes, on les enlève. Donc il faut un peu comprendre tout ça. On est dans une période d'éducation. Et je pense que dans les années qui viennent, on va
pouvoir avoir des choses beaucoup plus intégrées et beaucoup plus intégrées dans la ville, effectivement. Merci beaucoup, Luc. Avec plaisir. Sylvain, vous travaillez chez Dassault Systèmes et c'est vous qui avez développé le jumeau numérique de la Human First Vision. Voilà, exactement. Donc, à la fois le jumeau numérique du concept car et un jumeau numérique d'une ville. Donc, ce n'est pas simplement une voiture, c'est un concept car qui va être avec lequel on va pouvoir jouer des scénarios de mobilité dans une ville virtuelle. Alors la ville en tant que telle n'a pas grand intérêt si on ne vient pas apporter de la donnée. On peut le faire grâce, par exemple, à la plateforme B2X d'Orange, qui va permettre de collecter des alertes, des données sur l'infrastructure. Donc, toutes ces données collectées via cette plateforme vont pouvoir être ensuite répliquées dans l'expérience virtuelle. Alors, le jumeau numérique, en fait, ça sert à quoi? Ça sert à tester en virtuel différentes options. Exactement. Donc là, aujourd'hui, on a le prototype physique, mais il faut s'imaginer pouvoir tester des scénarios en avance de phase, donc avant même que la planche de bord soit créée, que la voiture soit sur ses roues. On va pouvoir jouer une infinité de scénarios avec les composants de la ville, avec les composants, avec la voiture, voire même des composants physiques, typiquement ces petits écrans avec lesquels on va pouvoir interagir tout à l'heure. Oui, qu'on a pu voir dans la voiture avec Eric Fintin. Exactement, ce sont les mêmes que vous retrouvez à l'intérieur. Ici, vous avez une caméra qui est reliée au système de reconnaissance de Thales. On va jouer un scénario ici où en fait un passager va s'approcher de la caméra et va pouvoir être reconnu. Alors pourquoi on le fait là? On n'a pas cette caméra dans le concept car physique. On a uniquement la caméra sur le côté gauche de la voiture donc pour permettre l'accès au conducteur, mais pas au passager. En fait, l'expérience ici va nous permettre de jouer des scénarios étendus. Donc, je vais commencer la démonstration. Donc là, vous voyez en bas le flux de l'application de reconnaissance faciale de Thales. Et si je me tourne vers la caméra, voilà, j'ai été reconnu. On voit que j'ai un message d'accueil sur le jumeau virtuel. Je l'ai aussi côté physique. Et on voit que le virtuel ici va piloter le physique, puisqu'en ouvrant la porte du jumeau numérique, la porte s'est aussi ouverte Du côté passager. du côté passager. J'étais vérifiée. Là, je peux rentrer dans la voiture. Je ferme la porte et maintenant on va passer à la reconnaissance du conducteur. Là, je vais aussi jouer le rôle du conducteur. J'ai été reconnu par la voiture. L'avatar me demande si je veux rentrer. Yes! Yes! Il y a du bruit, hein. Donc là, effectivement, on revoit les petites caméras que vous avez pour le jumeau numérique. Les petits écrans, pardon. Tout à fait. Donc là, on va repasser dans le mode virtuel. Donc là, je suis revenu dans le jumeau numérique et on voit que je vais pouvoir continuer à interagir avec la voiture. Donc là, je veux passer du jaune au vert, par exemple, ou au violet. Vous avez exactement... Alors, normalement... Ah oui, alors on a un changement de couleur dans la voiture aussi. Donc ce qui se passe à l'écran sur le jumeau numérique se passe également dans la voiture. Exactement. Maintenant, nous allons pouvoir jouer différents scénarios. On a 3 scénarios principaux. Le premier s'appelle Risky Zone, donc zone à risque.
est une cartographie donc, de différentes zones qui vont être, comme leur nom l'indique, à risque. Alors comment on fait pour définir une zone à risque? Aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures connectées qui circulent, et de ces voitures connectées, on va pouvoir agréger tout un tas de données. Donc, typiquement, ici, vous voyez la pression des pneus, la pression de freinage, ou alors tout dépassement de la limitation de vitesse. Donc là, c'est deux types de données qu'on va pouvoir agréger pour nous dire, voilà, ici, dans cette zone, il y a un risque parce que beaucoup de conducteurs freinent de manière assez brutale. Donc, s'ils freinent de manière brutale, c'est peut-être qu'il y a plus de gens qui traversent à cet endroit-là. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on va jouer le conducteur, les passagers qui circulent dans la ville et qui vont entrer dans cette zone. Et l'idée, c'est de voir comment ces personnes vont être averties. Donc là, vous allez voir un message qui va apparaître, alerte, qui va m'inviter à freiner. Donc je vais freiner, je ralentis la voiture et je vais pouvoir ensuite circuler au ralenti. Donc ici vous avez un type de scénario, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir rejouer à l'infini dans le jeu virtuel tout un tas de scénarios et surtout de voir comment les personnes vont être alertées. Est-ce que ce message-là va être pertinent pour elles? Quels vont être les retours dans l'habitacle par exemple? Voilà. Ça c'est un scénario. Un deuxième scénario qui est lié à la présence de ce qu'on appelle le VRU, donc des utilisateurs de la route vulnérable. Donc là nous avons une personne en trottinette qui va être reconnue par l'infrastructure. Donc ici on peut imaginer une caméra. La caméra va envoyer des signaux aux voitures alentours. Et là, de la même manière, il y a une alerte de risque de collision qui va apparaître sur la planche de bord. Et est-ce que la voiture va freiner seule ou alors... Alors ça, c'est le choix des constructeurs. Est-ce que le constructeur souhaite uniquement alerter le conducteur et lui laisser mettre du véhicule? Est-ce qu'il veut engager les systèmes inverses de la voiture, potentiellement favoriser un freinage d'urgence? Ça, c'est à chaque constructeur de décider. Vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le jumeau virtuel va permettre de tester tout un tas de scénarios, répéter, changer les trajectoires, voir comment les messages vont être affichés, quels éléments à l'intérieur du véhicule vont être vraiment impactés par tous ces scénarios, pour pouvoir prendre de bonnes décisions avant même que le prototype physique soit conçu. Alors ce modèle de jumeau numérique, cette expérience de jumeau numérique, est-ce que c'est quelque chose qui est couramment utilisé dans l'industrie automobile? Alors, c'est la première fois qu'on le lit à la sortie d'un concept car. Software République a permis de le faire justement parce que ce système a travaillé en lien avec tous les acteurs de la Software République, Renault, Orange et Thales. Alors, les jumeaux numériques sont utilisés de toute manière dans toutes les industries aujourd'hui, mais pas forcément pour une présentation de l'ensemble. On va utiliser les jumeaux numériques lors de la conception, de la simulation, dans toutes les phases du développement de projet, on a un jumeau numérique. C'est quelque chose de courant. Merci beaucoup Sylvain. Avec plaisir. Et très bon salon. Merci.